Quelles sont les premières choses que Donald Trump pourrait faire le 20 janvier en entrant à la Maison-Blanche et ce qui n'est pas envisageable a priori? Réponse avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. Bon, le Day One, le jour 1 de Donald Trump, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il d'ailleurs il peut réaliser beaucoup de choses dès le premier jour, dès qu'il rentre à la Maison-Blanche? Alors, ça ressemble déjà à plusieurs promesses, hein. Il a envie en tout cas théoriquement, d'agir extrêmement vite sur plusieurs fronts. D'abord l'immigration, le commerce, l'énergie, la fiscalité. Donc, c'est un vaste programme qu'il veut mettre en place directement à son arrivée le 20 janvier. Alors, maintenant, il y a des mesures, ce qu'on appelle des mesures exécutives immédiates qui peuvent être mises en application, notamment par des décrets du gouvernement. C'est notamment la fermeture des frontières ou la mise en place de droits de douane. Maintenant, le problème là-dessus, c'est que ça peut être extrêmement temporaire et sujet à des contestations juridiques. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a fait pas mal de promesses qui nécessitent l'accord du Congrès. Et malgré le fait que le Congrès soit républicain, eh bien, vous n'avez pas tous les républicains qui sont d'accord avec lui. Alors, de quoi est-ce qu'on parle très concrètement? C'est la baisse des impôts. C'est le plus important. Vous savez que Donald Trump veut baisser les impôts à 15%, mais il a besoin de l'accord du Congrès. Et certains républicains disent que ça va gonfler encore plus le déficit, donc il ne faudrait pas baisser si drastiquement à nouveau les impôts. Après, vous avez aussi la question de la restructuration de la dette des étudiants, dont on a beaucoup parlé sous l'administration Trump. Et là aussi, il va falloir l'accord du Congrès. Et finalement, il y a une autre chose qui peut peut-être nous faire sourire, c'est le droit du sol. Donald Trump a dit il y a quelque temps qu'il voudrait annuler le droit du sol, c'est-à-dire que si vous avez un enfant qui naît aux États-Unis, il devient immédiatement américain, bah évidemment là, il faut modifier la Constitution américaine, et donc ça, c'est pas possible de le faire dans les premiers jours. Sur les droits de douane, il avait dit que les droits de douane serviraient à financer les baisses d'impôts. Le compte n'y est pas d'ailleurs, hein, quand on regarde ça de près. Hein. Non, le compte n'y est pas. Et puis, vous savez, la chose avec le président Trump, alors malgré le fait qu'il a une autre administration autour de lui, c'est qu'il a déjà fait un premier mandat en 2016 et 2020. Et lorsqu'on voit ce qui s'est passé, notamment avec les droits de douane et notamment avec les droits de douane avec la Chine, il y avait un site internet qui suivait en fait ce qui avait été promis par la Chine et ce qui était effectif, parce que la Chine notamment devait acheter des produits américains en plus des taxes. Eh bien, on a vu que le compte n'y était pas. Et si on se réfère encore au premier mandat, on a vu que Donald Trump avait aussi promis les premiers jours de mettre en place plusieurs choses. On se souvient qu'il avait dit qu'il voulait interdire l'immigration des musulmans, hein, c'est textuel, donc évidemment c'était pas possible. Il voulait construire immédiatement un mur avec le Mexique, financé par le Mexique, ça n'avait pas été possible, et il voulait aussi abroger Obamacare notamment, ce qui n'avait pas été fait. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de choses qui potentiellement voudraient faire, et de l'autre côté c'est aussi des mesures de campagne, c'est des promesses. Dans tous les pays, on fait des promesses et évidemment, on n'y arrive pas pour X, Y raison. Et donc, ici, ça va être extrêmement compliqué, mais je dirais que potentiellement, avec l'expérience du premier mandat, potentiellement, Donald Trump va pouvoir mettre en place plusieurs choses. Et on a vu que dans le choix de ses ministres, hein, comme on dirait en France, eh bien, dans le choix de ses ministres, eh bien, on voit qu'il y a des personnes qui sont sur la même lignée que lui, ce qui n'était pas forcément le cas lors de son premier mandat. Le Congrès le suit jusqu'à quel point sur les tarifs douaniers? Alors, sur les tarifs douaniers, alors c'est lui qui peut les mettre en place par rapport à un décret. Donc ici, ça va être plus facile. Mais comme je disais, il y a potentiellement des contestations juridiques. Le problème ici par rapport au Congrès et par rapport à la mise en place de taxes, c'est bien évidemment le fait qu'on a des calculs aux États-Unis qui sont faits, qui disent que si vous mettez des taxes en place, ben, ça ne fait pas spécialement gonfler le déficit, mais c'est s'il y a des taxes
je dirais, des taxes boomerang, c'est-à-dire que tout d'un coup, la Chine ou l'Europe décident aussi de mettre des taxes en place sur les États-Unis, et c'est là où ça se complique. Et d'un autre côté, on sait que la mise en place de taxes potentielles va avoir un impact sur l'inflation, et notamment l'inflation de produits ménagers, par exemple, de produits électroniques ou de voitures, si on apporte des voitures. Et ça, c'est problématique puisqu'on rappelle quand même que Donald Trump s'est battu tout le long de sa campagne électorale sur le fait que c'était Biden qui avait apporté de l'inflation aux États-Unis. Donc, il ne veut pas revenir en arrière ici. Donc, c'est une discussion extrêmement compliquée. Donald Trump qui a avoué récemment, lors d'une interview, qu'il ne savait pas trop quel effet auraient les taxes douanières sur l'inflation des Américains. Il l'a reconnu. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il est en train de se préparer justement à une potentielle répercussion de ces droits de douane qui pourraient être des droits de douane massifs. Il faut quand même rappeler ici que le fait d'annoncer qu'il va mettre des droits de douane, par exemple de 60% sur les produits chinois, bien c'est une manière aussi de discuter. Il le fait comme ça lorsqu'il a fait du business, et il fait aussi comme ça en politique. C'est-à-dire que si on parle de 60%, ce sera peut-être 20, 10 ou rien. Donc ça c'est assez intéressant. Mais d'un autre côté, effectivement, s'il devait venir avec 60%, parce que la Chine devait dire non à tout ce qu'il propose, eh bien, évidemment, ça aurait un impact sur l'inflation américaine et, je le répète, sur l'inflation du consommateur. Et ça, c'est problématique parce que, rappelez-vous, David, c'est que déjà, eh bien, dans moins de 2 ans, vous avez ce qu'on appelle les midterms, c'est-à-dire les élections de mi-mandat aux États-Unis où potentiellement, eh bien, le parti républicain pourrait perdre la majorité absolue et évidemment plus rien faire passer durant les 2 dernières années du mandat Trump. Sur l'immigration, John, et sur les frontières, est-ce qu'ils peuvent vraiment fermer, encore une fois, la frontière, expulser massivement, comme ici engagé? Non, mais je dirais qu'il y aura. C'était un choc parce que ça n'avait pas été utilisé lors des précédents mandats avant 2016 et que aujourd'hui, on a vu que même avant son arrivée à la Maison Blanche, eh bien, il avait discuté déjà très intensivement avec la présidente du Mexique et cette dernière avait déjà fait des promesses de stopper une partie de l'immigration qui arriverait du Mexique. Donc ça, c'est déjà une chose qui est assez importante, au-delà du fait de créer ou de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Donc je dirais ici que c'est peut-être la question politique avec les autres pays qui sera peut-être la plus efficace, plus que le fait de simplement ériger un mur. Et donc ici, potentiellement plus d'effets positifs pour les Américains ou pour ce que veut Donald Trump que lors de son premier mandat. Donc en définitive, John, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas en arrivant à la Maison-Blanche? Parce qu'il y a les promesses, il y a ce qui peut passer par décret, et puis il y a ce que la législation ou les institutions ne lui permettront pas de faire. Est-ce qu'il cherchera à passer outre ou pas? Alors oui, mais alors ce que je dirais, c'est que je pense que durant les premiers jours, il va immédiatement menacer de mettre en place des tarifs immédiats. Vous savez qu'il a demandé notamment au président Xi de venir à l'inauguration le 20 décembre, avant son arrivée à la Maison-Blanche. Et donc là, il y aurait potentiellement des discussions déjà qui auraient lieu entre le président chinois et le président américain avant même qu'il ait les pieds dans la Maison-Blanche, ce qui serait absolument incroyable. Donc ici, les questions des tarifs douaniers, je pense qu'il va les mettre immédiatement en place. Maintenant, il va mettre au vote, je dirais au Congrès, le fait de baisser les impôts. Et vous savez que notamment les marchés financiers attendent beaucoup de ces baisses d'impôts parce qu'on sait qu'elles avaient été positives pour certaines entreprises et pour la bourse américaine lors de son premier mandat. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps. Mais je dirais que la mise en place de taxes, oui, c'est quelque chose qui va mettre en place immédiatement. Avant de se quitter, je sais que vous avez le sentiment, vous, que Trump 2 sera finalement dans la même lignée que Trump 1. Ce n'est pas partagé par tout le monde. Non, parce que en fait, ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que
on était dans une rhétorique assez forte. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que vous aviez de nombreux PDG de grandes entreprises. Il avait essayé de mettre en place avec Elon Musk, avec le PDG de Microsoft, Apple, etc., un groupe de discussion. Et ce groupe de discussion s'était fissuré très rapidement. Alors, on sait qu'il y a toujours Monsieur Musk avec Donald Trump, mais aussi on va avoir potentiellement des dissensions qui pourraient se mettre en place comme on avait connu lors du premier mandat, et tous les espoirs entre guillemets économiques qui avaient été mis en place, eh bien, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui restait. Et une dernière chose, David, c'est que aussi la question géopolitique, tout le monde se souvient du jour où Donald Trump a serré la main de Kim Jong-un. Eh bien, ça n'avait pas donné grand-chose après, à part la photo historique, c'est vrai, mais ça n'avait pas donné grand-chose après par la suite. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard de la Banque Mirabeau, duplex avec nous depuis Genève. Merci, salut. Merci, David.